Il n'y avait aucun doute possible. Ce coffre appartenait à Thomas Sankara. Et il contenait ce que personne, pas même les plus fidèles compagnons de lutte de l'époque, n'avait osé évoquer après son assassinat. Traoré ordonna que la salle soit vidée. Seul, en silence, il souleva le couvercle. Une odeur de vieux papier et de cuir sec s'en échappa. À l'intérieur, un carnet à la couverture rouge sang, épaisse, usée, et un enregistrement sur bande magnétique, étiqueté en lettres capitales, pour celui qui continuera. Le cœur de Traoré battait fort. Il savait que ce qu'il allait découvrir allait changer le cours de son combat. Il ouvrit le carnet. La première page était une lettre, écrite à la main, datée du 10 octobre 1987, soit exactement 5 jours avant l'assassinat de Sankara. Les mots étaient clairs, incisifs, empreints d'une lucidité presque prophétique. Celui qui lira ces lignes est le fruit d'un combat que nous avons semé. Tu viendras jeune, déterminé, et tu marcheras dans le feu comme je l'ai fait. Mais tu iras plus loin. Tu oseras là où j'ai été trahi. Tu n'auras pas de maître, pas de guide, sauf la voix du peuple. Si tu lis ceci, sache que la révolution est inachevée, et que ton devoir est de l'accomplir. Traoré resta figé. Ce message, écrit des décennies auparavant, semblait lui parler directement. Comme si Sankara, dans un sursaut de clairvoyance, avait vu au-delà du temps, au-delà des trahisons, jusqu'à lui. Il passa au reste du carnet, des plans, des réflexions, des noms, des avertissements sur les ennemis de l'intérieur, sur les puissances étrangères, sur l'art de gouverner avec la vérité plutôt que la peur. Puis il écouta la bande. La voix de Sankara, reconnaissable entre mille, résonna dans la petite pièce, grave, posée, presque douloureuse. « Si je tombe, ne pleurez pas. Organisez-vous. Un autre viendra. Ce n'est pas moi qu'ils veulent tuer, c'est ce que je représente. » Ce jour-là, quelque chose se brisa et se reconstruisit en Ibrahim Traoré. Il n'était plus seulement un capitaine au pouvoir après un soulèvement populaire. Il devenait le relais d'un combat plus ancien, plus grand que lui. Un combat que le sang de Sankara avait laissé en suspens. Il convoqua son cercle rapproché. Aucun discours, juste un regard et cette phrase. On va terminer ce qu'il a commencé. Les regards s'échangèrent, certains émus, d'autres tendus. Chacun savait que les ennemis de Sankara étaient encore là, dans les couloirs du pouvoir, dans les ambassades, dans les banques, sous des visages nouveaux. La décision fut prise d'engager une réforme radicale, mais silencieuse. Pas de déclaration publique immédiate. D'abord, assainir l'appareil d'État. Éliminer les réseaux d'influence. Réactiver les cellules révolutionnaires locales. Et surtout, rééduquer le peuple par la vérité historique. L'histoire de Sankara serait désormais enseignée dès le primaire. Les enfants devaient savoir. Les jeunes devaient comprendre pourquoi leurs aînés avaient été brisés, et comment ne plus jamais plier. Mais très vite, les signaux d'alarme se multiplièrent. Un diplomate occidental quitta précipitamment le pays après un échange tendu avec le ministre de la Défense. Une banque étrangère suspendit mystérieusement un prêt pourtant validé depuis des mois. Des rumeurs de complot refirent surface. Et une tentative d'infiltration dans les forces armées fut neutralisée à la dernière minute, grâce à une taupe que Traoré avait placée dès son arrivée au pouvoir. La ligne de front devenait invisible, mais bien réelle. Et le nom de Sankara revenait dans toutes les bouches. Dans les marchés, dans les universités, dans les casernes. C'était comme un feu qui reprenait. Et Traoré, porté par cette énergie, décida de faire un geste fort. Il fit réhabiliter officiellement la mémoire de Sankara, déclara le 15 octobre journée nationale de résistance, et fit construire un sanctuaire révolutionnaire au cœur de Ouagadougou, non pas pour vénérer, mais pour rappeler. Mais ce geste déclencha une vague de réactions inattendues. Les chancelleries occidentales émirent des communiqués ambigus. Un sommet régional prévu avec certains chefs d'État fut annulé. Et des agents de renseignement furent repérés à la frontière du Niger. Un message clair, l'ombre de Sankara dérangeait encore. Ou plutôt, ce qu'elle réveillait. Une Afrique qui se regarde en face et qui décide seule. Traoré reçut alors un message crypté, transmis par une source haut placée dans une organisation continentale. Une seule phrase. Ils vont frapper. Pas frontalement. Mais ils frapperont. Il savait que cette fois, ce n'était pas seulement son régime qui était visé. C'était l'idée même que la prophétie de Sankara soit en train de se réaliser. Et c'est là que tout bascula. Le chapitre suivant sera l'heure du premier choc, de la première embuscade,
du premier affrontement direct contre ceux qui refusent qu'un autre Sankara se lève. La nuit était tombée sur Ouagadougou, lourde, presque menaçante. Depuis plusieurs jours, une atmosphère étrange planait sur la capitale. Les regards dans les rues étaient plus furtifs, les conversations plus discrètes, les patrouilles plus nombreuses. Traoré le savait, quelque chose se tramait. Mais il ignorait encore d'où viendrait le coup. Il avait relu plusieurs fois les dernières pages du carnet de Sankara, celle où le capitaine prophétique parlait de « l'ennemi sans visage », de ceux qui prennent l'air de vos alliés mais qui prient votre chute en silence. La prophétie semblait flotter au-dessus de chaque geste, de chaque décision. Le premier signal d'attaque vint du nord. Un convoi humanitaire, ou du moins ce qu'il prétendait être, fut intercepté par une unité des forces populaires nouvellement réorganisée. À l'intérieur, du matériel de communication militaire dernier cri, des armes camouflées sous des sacs de riz, et surtout, 3 individus porteurs de passeports diplomatiques français. Traoré exigea leur transfert immédiat à Koudougou, loin de la capitale, dans un lieu sécurisé. Il savait que les représailles seraient immédiates. Et elles ne tardèrent pas. Le lendemain, les ambassades occidentales firent circuler un communiqué accusant le régime de Traoré de « dérive autoritaire ». Les médias internationaux reprirent en boucle le mot « dictature ». Un jeune capitaine devenu dictateur. Ce fut le récit qu'ils tentèrent d'imposer. Mais dans les rues du Burkina Faso, le peuple ne se laissa pas duper. Des milliers sortirent pour soutenir « le fils de Sankara ». Les slogans résonnaient « Un Sankara ne meurt jamais, Traoré est le flambeau, l'Afrique n'est plus à vendre ». Face à cette mobilisation, les puissances étrangères passèrent à l'étape suivante. Le sabotage. Plusieurs centrales électriques furent ciblées par des cyberattaques sophistiquées. L'origine. Introuvable. Mais les experts burkinabais, appuyés par des techniciens russes discrètement installés dans le pays depuis peu, mirent au jour une signature numérique liée à une base en Afrique de l'Ouest, proche d'Abidjan. Traoré fit convoquer un conseil secret dans une ville à sécuriser, à la sortie de Ouagadougou. Là, autour d'une table en bois brut, se trouvaient ses plus fidèles, le colonel Dao, stratège silencieux, Mariam Sori, la conseillère en renseignement, implacable et rusée, et le vieux Kaboré, ancien compagnon de Sankara, revenu de l'exil en entendant le nom de Traoré gravir les murs du pouvoir. « Ce n'est pas une guerre classique, dit Kaboré. Ce que tu affrontes, Ibrahim, c'est un réseau. Un système qui n'a pas de drapeau, mais 1000 visages. Ils peuvent frapper par l'argent, par la rumeur, par les hommes de l'intérieur. » Mariam prit la parole, posant sur la table un dossier épais. Nous avons identifié 5 noms. Tous proches du pouvoir, anciens ministres sous Compaoré, revenus par la petite porte depuis la transition. L'un d'eux a été vu en contact avec un officier de liaison français. Traoré ne dit rien. Il connaissait déjà ce jeu. La guerre des infiltrés. Mais cette fois, il décida de contre-attaquer. Et pas avec les armes. Avec le peuple. Il lança, en toute discrétion, l'opération Mémoire vive. L'idée était simple, réactiver les anciens comités révolutionnaires de Sankara, mais adaptés au XXIe siècle. Des réseaux de citoyens dans chaque quartier, chaque village, pour surveiller, informer, organiser. Un contre-réseau national. En 2 semaines, plus de 10 000 volontaires s'étaient inscrits. Les drapeaux aux couleurs de la révolution burkinabé recommencèrent à flotter. Les portraits de Sankara et de Traoré côte à côte se multiplièrent sur les murs. Une flamme renaissait. Mais les ennemis, eux, n'avaient pas dit leur dernier mot. Le 11 décembre, jour symbolique de la proclamation de la République, un attentat fut déjoué à la dernière minute près du podium présidentiel. 3 individus, armés jusqu'aux dents, avaient tenté d'infiltrer les forces de sécurité. Interrogés, ils révélèrent peu de choses. Mais l'un d'eux prononça une phrase qui glaça le sang de Traoré. « Le serpent n'attaque pas tant que tu ne marches pas sur sa tête. Tu l'as fait. Maintenant, il mord. » C'est à ce moment-là que l'ultime décision fut prise. Traoré convoqua une session secrète au sanctuaire de Sankara. Là, au milieu des flammes symboliques et des citations gravées dans la pierre, il parla. « Je ne veux pas être un président. Je ne veux pas de trône. Je suis un soldat de la justice. Mais s'ils veulent la guerre, ils la trouveront. Pas avec des bombes, mais avec l'âme d'un peuple réveillé. » Et la prophétie continua de s'accomplir. Car à l'instant même où il parlait, une vidéo tournée à l'insu du président fut diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montrait son discours. Brut. Réel.
Sans mise en scène. En quelques heures, elle fut vue par des millions de personnes à travers l'Afrique. Et un mot commença à circuler dans les rues, sur les lèvres des jeunes, dans les chansons populaires: réparation. Le chapitre suivant sera celui des révélations. Car la guerre souterraine allait bientôt faire surface, et les masques, un à un, allaient tomber. La pluie tombait dru sur Ouagadougou ce soir-là. Une pluie lourde, dense, presque symbolique. Comme si le ciel voulait laver les péchés anciens que le pays traînait depuis des décennies. Ibrahim Traoré observait les gouttes glisser sur la vitre blindée de son bureau, silencieux. Devant lui, une pile de dossiers classés confidentiels. Ils venaient tous d'un même endroit, une cellule clandestine de renseignement, montée sous Blaise Compaoré, et infiltrée par les anciens services occidentaux. On l'appelait la Voix. Ce réseau n'était pas seulement une émanation étrangère. Il utilisait des Burkinabés. Des hommes et des femmes du système, haut placés, parfois même respectés. Leur rôle: saboter toute tentative de souveraineté réelle. Ils avaient été actifs contre Sankara. Et aujourd'hui, ils reprenaient du service contre Traoré. Grâce à Mariam Sori et son équipe de contre-espionnage, leur structure venait d'être partiellement exposée. Mais ce n'était que la surface. Le choc fut de découvrir que l'un des membres de cette cellule secrète était assis, encore récemment, à la table du Conseil des ministres. C'était lui qui, pendant des mois, avait discrètement orienté certaines décisions, ralentissant les réformes, sapant la nouvelle doctrine économique, laissant filtrer les plans de sécurité aux ambassades. Son nom: Mamadou Zongo. Ancien ministre des Affaires régionales. Proche des bailleurs internationaux. Toujours souriant. Toujours invisible. Il fut arrêté à l'aube. Sans bruit. Emmené dans un site tenu secret au Sahel. Là-bas, sous un ciel d'acier, il fut confronté à ses actes. D'abord dans le silence. Puis, sous la pression de documents irréfutables, il parla. Ce qu'il révéla fit vaciller toute la garde rapprochée de Traoré. La Voix n'était pas un groupe local. C'était une antenne. Une extension d'un dispositif continental, lié à un réseau d'influence basé entre Paris, Abidjan et Dakar. Leur but: empêcher toute alternative africaine radicale d'émerger. Sankara en avait été la première cible. Traoré était devenu la seconde. Ils m'ont dit que si on vous laissait continuer, vous alliez rallumer le feu dans tout le continent, avoua Ongo. Ils n'ont pas peur de vous, capitaine. Ils ont peur de votre effet domino. Traoré comprit alors que ce qu'il affrontait dépassait son pays. C'était une guerre pour le futur même de l'Afrique. Et elle ne se gagnerait pas uniquement avec des armes, mais avec des symboles, des idées, des actes forts. Il convoqua une réunion stratégique à Bobo-Dioulasso, loin de la pression de la capitale. Là, il réunit non seulement ses ministres, mais aussi des chefs de mouvements panafricanistes venus du Mali, de Guinée, du Tchad, et même du Congo. Tous jeunes. Tous portés par une même énergie. Ils décidèrent alors de créer l'Alliance du Feu Nouveau, une coalition souterraine, panafricaine, pour contrer l'influence étrangère dans les décisions étatiques, pour protéger les dirigeants qui oseraient rompre avec les dogmes imposés, pour construire un réseau de solidarité capable de résister à la tempête. Mais cela ne resterait pas secret bien longtemps. À Bruxelles, une réunion d'urgence fut tenue. Des hauts fonctionnaires, des anciens ambassadeurs en Afrique, des responsables d'agences économiques. Tous inquiets. Un document interne fuitera peu après. Il portait un titre glacial: contenir le syndrome Traoré. Pendant ce temps, au Burkina, le président lançait un nouveau chantier. Une réforme agraire massive, inspirée directement des notes de Sankara retrouvées dans le vieux carnet. Redistribution des terres, soutien aux coopératives locales, suspension des concessions étrangères douteuses. Ce fut l'acte de trop pour ses ennemis. Le sabotage devint frontal. Des attaques simultanées furent lancées dans le nord, présentées comme des opérations terroristes. Mais l'armement retrouvé sur les lieux ne laissait aucun doute. Ce n'était pas du matériel artisanal. C'était du matériel de force spéciale. Et les prisonniers capturés, certains parlaient avec un accent bien loin du Sahel. Des langues étrangères. Des ordres reçus en français. En anglais. Traoré fit une allocution à la télévision nationale. Sobre. Direct. Il déclara: ce qui se passe n'est pas une guerre contre le terrorisme. C'est une guerre contre notre liberté de choisir notre destin. Sankara a été tué pour avoir tenté de libérer son peuple. Ils veulent recommencer.
Mais cette fois, ils ont tort. Le peuple est réveillé. Et je ne suis pas seul. Dans les rues, des foules immenses descendirent. On chanta, on pleura, on cria. Les anciens combattants de la Révolution, les jeunes étudiants, les femmes des marchés, les paysans, tous se levèrent. Le peuple ne voulait plus céder. Mais dans l'ombre, l'ultime pièce se mettait en place. Une réunion secrète entre 3 chefs d'État africains pro-occidentaux, convoqués dans une base militaire. Objectif, isoler Traoré diplomatiquement, l'accuser de mettre en danger la stabilité régionale, et justifier une intervention multilatérale. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'un des leurs, secrètement, avait commencé à douter. Il avait vu dans le regard de Traoré ce que l'Afrique avait perdu depuis la mort de Sankara, le feu sacré. Et ce président hésitant, que personne n'attendait, allait jouer un rôle déterminant dans la suite. Le dernier chapitre révélera ce basculement, la trahison, le choc final, et peut-être l'accomplissement de la prophétie.